Mardi dernier se tenait à Lima la conférence regroupant une 60aine de pays qui sont venus trouver une solution à la crise politique qui touche le Venezuela depuis des mois. Et cette réunion s'est déroulée juste après que le président américain Donald Trump a annoncé lundi un durcissement des sanctions envers le gouvernement de Nicolás Maduro. Cette conférence a aussi permis de renouveler l'appui de ses membres à Juan Guaidó, président par intérim autoproclamé depuis janvier. Et l'événement s'est fait sous la présidence du groupe de Lima, une organisation internationale dont le Canada fait partie, qui a pour but de trouver une issue pacifique à la crise politique qui secoue le pays depuis 2 ans. Et ce sujet-là, on va en discuter avec Benoît Lapierre, notre politologue. Benoît, bonjour. Salut Marie-Ève. Benoît, outre le Canada, qui fait partie du groupe de Lima, quelle est l'importance de ce groupe dans le processus? Le groupe de Lima, c'est une organisation internationale qui a été créée en 2017, justement pour trouver une solution à la crise politique au Venezuela. Ça regroupe une douzaine de pays d'Amérique du Sud, plus le Canada. Ça réunit les principaux pays de la région. Le groupe s'est positionné dès le départ en faveur de Juan Guaidó. La majorité des pays, pour montrer son importance, la majorité des pays occidentaux alignent leur diplomatie envers le Venezuela sur les décisions de ce groupe-là. Une chose importante à noter, c'est que les États-Unis ne sont pas membres de ce groupe-là, étant donné leur lourd passif dans la région, en Amérique du Sud. On peut se rappeler au Chili, Pinochet, Cuba, Nicaragua. Donc, pour ces raisons-là, ils gardent ces distances de ce groupe-là pour pas être accusés d'ingérence, mais ces décisions sont suivies et ils suivent les décisions du groupe. Et comme on dit, le Venezuela est en crise depuis des années, et plus particulièrement depuis qu'il y a ce bras de fer à la tête de l'État pour savoir qui est le président. Pourrais-tu nous rappeler les grandes lignes là, pour qu'on comprenne bien à la maison? Oui, certainement. Pour commencer, Maduro a succédé à Hugo Chavez en 2013 suite à la mort de ce dernier d'un cancer. Et il a été élu une première fois en 2013 aux élections présidentielles. Suite à ça, en 2014, il y a eu une grosse crise économique, principalement due à la chute du prix du pétrole, qui est la principale source de revenus du pays. Suite à la grosse crise économique qui s'est éternisée, il y a eu une élection législative, justement qui élit les députés, et cette fois-là, ça a été les partis d'opposition qui ont gagné cette élection-là. Suite à cette élection-là, le président Juan Guaidó a commencé à concentrer le pouvoir entre ses mains. Justement, il a commencé à prendre le pouvoir dans les différentes institutions du pays. C'est ça, dans ce processus-là, il a entre autres créé une assemblée constituante dans le but d'écrire une nouvelle constitution qui pourrait encore plus centraliser le pouvoir autour du président au lieu de l'Assemblée nationale. Cette assemblée constituante-là a été... l'élection pour élire cette chambre-là a été boycottée par les partis d'opposition, donc c'est vraiment juste le parti du pouvoir qui a été élu à cette chambre-là pour créer une nouvelle constitution. Suite à ça, en 2018, il y a eu une autre élection présidentielle que Maduro a gagné de justesse, mais qui a été décriée à l'international à cause du processus qui était douteux. Suite à ça, les deux chambres marchaient en parallèle. Il y avait l'Assemblée nationale PIC, la seule traditionnelle, et l'Assemblée constituante qui avait comme mission de créer une nouvelle constitution. Dans la première chambre, Juan Guaidó a été nommé le président de la chambre par les groupes d'opposition, et dès son élection en tant que président de la chambre législative, il s'est tout de suite autoproclamé président par intérim, étant donné que, selon lui, le président du Venezuela n'est pas capable d'exercer ses fonctions, et il a invoqué l'article 233 qui dit que c'est le président de la Chambre qui devient président par intérim du pays si l'actuel président ne peut pas exercer ses fonctions. Donc c'est ça. Il y a le président élu et le président par intérim qui sont en train de s'affronter pour savoir... c'est vraiment une bataille constitutionnelle pour savoir qui a le pouvoir légitime dans le pays. On a dit que les États-Unis ont durci leurs sanctions envers le Venezuela. Quelle est la nature de ces sanctions? Est-ce que le Canada a aussi pris des mesures contre le pays? Oui, le Canada a déjà pris des mesures contre le pays à plusieurs reprises. Au total, nous, au Canada, on a sanctionné 113 personnes
gravitent autour du gouvernement vénézuélien. De son côté, les États-Unis aussi avaient commencé à sanctionner des individus, mais lundi dernier, Trump a décrété un gel des avoirs et des intérêts du gouvernement vénézuélien et a, en fin de compte, décrété un embargo. Maintenant, aucune entreprise, aucun pays pourrait faire des transactions avec le gouvernement vénézuélien. Ça inclut le transfert d'argent, payer, importer, retirer de l'argent, ces choses-là. Une chose qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, les États-Unis font de l'extraterritorialité de leurs droits. C'est-à-dire que les décisions prises aux États-Unis s'appliquent à l'ensemble de la planète en tant que telle. Donc, techniquement, les États-Unis pourraient aussi sanctionner les autres pays qui feraient affaire avec le gouvernement Maduro. C'est quelque chose qui est vraiment dramatique pour la population. On va en parler pourquoi. Parce qu'elle souffre déjà beaucoup et ça va être la principale victime de ces sanctions-là. Mais justement, on sait que la situation économique est déjà critique dans le pays depuis longtemps. Oui, effectivement, je vais vous donner juste quelques chiffres. En 2018, l'inflation dans le pays a été de 130 000 %. Il y a eu un rapport de l'ONU qui a été publié récemment qui estime qu'il y a près du quart de la population vénézuélienne qui aurait besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Plus de 94 % de la population vivait sous le seuil de la pauvreté et donc 60 % sous le seuil de la pauvreté extrême. Les problèmes de malnutrition ont commencé à réapparaître dans le pays. On estime qu'il y aurait environ 3,7 millions de personnes qui souffrent de malnutrition, dont un cinquième de la population des enfants en bas de 5 ans. On a aussi vu réapparaître des maladies qu'on n'avait plus dans le sud-continent depuis quelque temps. On parle de la tuberculose, de la dystérie, même des cas de malaria et de l'hépatite A en raison du manque d'accès à l'eau potable. Aussi, à cause de la situation catastrophique dans le pays, il y a un grand exode de la population. On estime qu'il y a environ 3,4 millions de personnes qui ont quitté le pays pour se réfugier dans les pays avoisinants. Et il faut dire que Guaido a déclaré que les sanctions allaient accélérer la transition du pouvoir. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, personnellement, j'ai des gros doutes sur l'efficacité des sanctions pour changer les gouvernements. Juste pour vous donner quelques exemples, Cuba a été sous embargo pendant 40 ans, l'Irak pendant 13 ans, il y en a eu pendant plusieurs années en série. Normalement, théoriquement, les sanctions devraient mettre la pression sur le gouvernement pour une transition. Dans les faits, ça arrive très rarement que les sanctions fassent changer de gouvernement. C'est vraiment plus les populations qui écopent que les institutions. Une autre chose, c'est que Juan Guaido, comme tu l'as dit, défend les sanctions. Ça pourrait lui nuire à long terme parce que faut bien savoir que un embargo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hôpitaux ont plus de médicaments pour soigner les malades. Il y a plus de produits alimentaires pour les soupes populaires. On n'a plus le droit d'acheter du chlore pour traiter l'eau potable. Et toutes ces choses-là vont être associées à lui s'il continue à défendre cet embargo-là. D'un autre côté aussi, ça peut renforcer l'aura de Nicolás Maduro, qui, dès le départ, s'est placé dans une lutte anti-américaine là-dedans. Et dans ce cas-là, il va pouvoir se placer en tant que victime. Une autre chose qui est dangereuse pour Maduro, c'est que, comme on l'a dit, ça va faire 6 mois qu'il s'est autoproclamé président par intérim. Justement, depuis ce temps-là, c'est une lutte dans le pays pour savoir environ c'est qui aurait la plus grande légitimité pour gouverner le pays. Or, justement, ça fait 6 mois que les pays occidentaux ont donné leur appui à Guaido. Ça fait 6 mois qu'il essaie de prendre le pouvoir légitimement dans le pays. Le gouvernement tient bon, donc son étoile pâlit tranquillement. Il a même fait une tentative de push militaire en avril où il a demandé aux militaires de se soulever. Les militaires n'ont pas suivi. Grosso modo, même si l'Occident est quand même vraiment derrière Juan Guaido, à l'international, c'est une question qui est très, très, très clivante là-dessus. La Chine et la Russie suivent Maduro. Il y a quand même des gros pays comme l'Inde qui s'est déclaré neutre, qui choisit, qui s'est pas mis d'un côté ou l'autre, et un autre gros pays dans la région, le Mexique, qui fait partie du groupe de l'INMA, mais qui a quand même dit que on est pour une transition, sauf qu'on ne veut pas de Juan Guaido. Donc, c'est vraiment Guaido là-dessus. C'est un pari dangereux de qu'est-ce qu'il a fait avec ça. Juste pour rappeler que, oui, il y a une vraie opposition dans le pays. Au début de l'année, on pouvait croire que Guaido semblait être la bonne personne pour effectuer la transition. Mais plus le temps avance, plus
ça semble difficile pour Guaido de pouvoir réussir son pari d'offrir une transition démocratique dans le pays. Donc, on va donc souhaiter que la crise se termine le plus tôt possible. On va continuer de suivre ça, bien évidemment, au cours des prochaines semaines. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci, Marie-Ève.